Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup sur cette conférence débat regard sur l'accompagnement des personnes en surpoids ou en obésité. Nous sommes ravis du coup de vous recevoir pour ce webinaire conférence débat. Je pense que la plupart des personnes se sont connectées. On va pouvoir démarrer. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir des experts sur cette thématique. Voilà une petite brève présentation de nos intervenants de ce soir. Il y aura du coup le docteur Séverine Andrieux, qui est médecin nutritionniste au centre hospitalier d'Arras et référente au CSO, au centre spécial obésité d'Arras. Nous avons aussi l'honneur d'avoir Madame Lydie Bourry, qui est présidente de l'association Les Petits Pois, ça bascule terrible, qui est aussi membre de l'association Asso Santé France Asso Santé Hauts-de-France. Et nous avons aussi, bien entendu, la sociologue Solène Karoff, qui est sociologue, autrice du livre Grossophobie, qui est là pour un peu nous exposer son expertise sur la thématique de la soirée et qui est maître de conférences et chercheuse rattachée au GEMAS et aussi professeure à la Sorbonne Université. Donc voici nos trois experts de ce soir avec nos autres experts de l'URPS médecins libéraux, le docteur Coutonnier gastropédiatre élu au sein de l'URPS et le docteur Philippe Tréhoux qui est médecin généraliste dans le département de l'Aisne et président de la commission offre de soins l'URPS médecins. Donc merci à tous d'être présents. Petit bref rappel un petit peu de comment va se dérouler cette soirée. Donc vous avez un onglet chat où vous pouvez poser vos questions tout au long de la soirée. Donc nous avons le docteur Coutonnier et le docteur Tréhoux qui se feront un plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de les donner éventuellement aux intervenants de ce soir pour qu'ils y répondent aussi. Je vous soumettrai à la fin de cette conférence débat dans l'onglet chat aussi le lien d'un questionnaire de satisfaction car pour rappel cette conférence débat est financée par l'ARS nous avons besoin de vos réponses au niveau du questionnaire de satisfaction et pour pouvoir après nous améliorer pour les prochaines peut-être conférences débat, webinaires ou autres. Nous aurons besoin un petit peu de vos retours pour nous améliorer. En tout cas, je vous remercie à tous de vous être connectés. Je vais peut-être laisser la parole au docteur Coutonnier ou au docteur Tréhoux. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à rebondir dans l'onglet chat si vous avez des remarques ou des questions. Voilà, à tout à l'heure. Donc, peut-être Philippe, on y va peut-être. Ouais, on y va. Oui, bonsoir à tous. Donc, on vous présente le plan de notre réunion de ce soir. Je crois que de toute façon, on va peut-être passer tout de suite dans le vif du sujet en parlant du contexte et du constat. On peut passer la slide, je pense. Et on va du coup donner la parole au docteur Andrieux. Alors, je vais planter le décor. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Alors, en termes de contexte, vous avez certainement entendu parler des enquêtes OBEPI. Ce sont des enquêtes réalisées tous les 3 ans, entre 1997 et 2012, et qui ont permis de suivre l'évolution de la prévalence de l'obésité en France. On n'a pas eu de données pendant les années qui ont suivi 2012 et les dernières données datent de 2020, donc elles sont assez fraîches. On retiendra une prévalence de l'obésité estimée à 17% en France, toutes catégories d'obésité confondues, c'est-à-dire concernant les sujets ayant un IMC supérieur à 30. Et on retiendra une prévalence du surpoids estimée à 30%, donc le surpoids étant caractérisant les individus les sujets qui ont un IMC entre 25 et 30. Très schématiquement, ces valeurs sont stables depuis 2012. Alors, je vous ai mis à gauche les colonnes des données OBEPI 2012 qui sont présentées avec un jeu de couleurs. En vert, les sujets d'IMC inférieurs à 25.
en orange les sujets en surpoids et en rouge les sujets obèses. Sur la droite, en 2020, on va observer finalement un peu moins de sujets en surpoids et un petit peu plus de sujets en situation d'obésité au sens strict de l'IMC. Mais globalement, les chiffres sont assez proches entre 2012 et 2020. Alors, il existe des disparités régionales importantes et les Hauts-de-France ont toujours la palme avec une prévalence estimée à 22%. J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'on présente toujours la situation en France de cette manière, avec un certain degré de dramatisation et des formules du type 50% de la population est obèse ou en surpoids, alors qu'il faudrait plutôt dire 50% de la population est en surpoids ou obèse. Cette façon de procéder met abusivement l'accent sur le terme obésité et excusez-moi, oui, voilà, le diaporama a avancé trop vite. Alors, on peut passer la diapo suivante. Et donc, en fait, procéder ainsi met abusivement l'accent sur le terme obésité. Notre cerveau va retenir 50% d'obèses en France. Cette tournure de phrase, elle produit un effet alarmiste. Diapositive suivante. Je vous propose aussi de rester critique vis-à-vis de ces données parce qu'en effet, l'obésité clinique ne se définit pas selon les valeurs de l'IMC. L'obésité, c'est par définition un excès de masse grasse susceptible d'effets néfastes sur la santé. L'indice de masse corporelle, c'est un indicateur de corpulence. Alors, il est intéressant sur le plan épidémiologique, mais il est à très faible valeur prédictive individuelle. Ce qui veut dire que dans ces individus qui ont un IMC supérieur à 30, et donc a priori des sujets hors normes, on peut retrouver des situations cliniques qui ne sont absolument pas préoccupantes. Je vous ai mis 2 exemples de limites de cette définition de l'obésité par l'IMC. 2 sujets dont l'IMC est égal à 31,2, donc étiqueté obèse de grade 1. Alors malheureusement, il n'y a pas l'effet de surprise. Le premier sujet, c'est Chaval, qui en termes de composition corporelle a 15% de masse grasse, donc il n'a pas du tout d'excès de masse grasse. Et le deuxième sujet, vous ne me reconnaissez peut-être pas, mais c'est moi. Je suis aussi dans la catégorie obèse de grade 1 et je n'ai pas de souci de santé, même si effectivement, j'ai un peu plus de masse grasse que Chaval. Donc, parler d'obésité en présentant les données selon l'IMC est un premier écueil qui va influencer nos représentations et mériterait d'être nuancé. Alors, l'idée, c'est de garder un bon sens clinique. Voilà, l'idée, c'est de garder un bon sens clinique. Ensuite, parler de poids ou de corpulence en référence à une norme statistique, ça fait le lit d'une vision dichotomique de la corpulence. Il y aurait d'un côté les sujets normaux et d'un autre côté les sujets anormaux. C'est une première pierre dans les fondations de la stigmatisation. Diapositive suivante. Alors, les seuils de catégorie d'excès de poids ont été identifiés en raison de l'augmentation du risque cardiovasculaire constaté avec l'augmentation de l'IMC. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a controverse. Et en termes de mortalité toute confondue, il y a une très sérieuse méta-analyse de Catherine Flegal qui souligne en fait que l'obésité de grade 1, donc IMC 30-35, n'est pas associée à une augmentation de la mortalité. Par ailleurs, le surpoids, dans cette méta-analyse, est plutôt associé à un taux de mortalité plus bas que celui du groupe IMC normal et serait donc même protecteur en termes de mortalité toute confondue. Alors, on est en droit de s'interroger sur l'intérêt de ces discours alarmistes dans les médias et dans le monde de la santé dès qu'on franchit le poteau fatidique de la norme IMC 25. Peut-être que remettre en question une vision très, voire trop normative du poids serait intéressante. Surtout que, diapositive suivante, l'obésité s'inscrit dans un registre de pathologies particulièrement complexe. Alors, diapositive suivante, je me suis appuyée sur les colonnes phénotypiques des nouvelles recommandations pour souligner le caractère éminemment complexe de l'évaluation d'un excès de poids chez un individu et insister sur l'importance d'identifier ou du moins d'approcher là où les causes de la prise de poids et là où les causes de la pérennisation de l'excès de poids. Alors, pour illustrer tout ça, diapositive suivante, je vais insister sur le fait que on a des préjugés extrêmement simplistes et moralisateurs qui tentent de résumer l'obésité à un défaut de contrôle alimentaire et un manque de dépenses physiques. On peut opposer à ces préjugés très simplistes une réalité complexe que je vais essayer de résumer. Alors, en premier lieu, la contribution de la génétique qui est incontournable et qui est un redoutable facteur d'inégalité de corpulence. Je citerai un généticien de Cambridge, l'obésité n'est pas un choix. Nous ne sommes pas tous égaux en matière de génétique face à la prise de poids. Sur le plan sociétal,
il y a de profondes mutations de notre mode de vie qui vont influencer les trajectoires de poids. Alors, bien évidemment, il y a la mécanisation, il y a les modes de déplacement, il y a l'hyperdisponibilité alimentaire, mais il y a aussi les évolutions culturelles, par exemple, telles que le temps consacré à la préparation du repas, entre autres. Mais il y a énormément de facteurs sociétaux. Autre facteur important, les facteurs psychologiques qui sont vraiment beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense, avec notamment le développement de stratégies de gestion émotionnelle, de stratégies alimentaires de gestion émotionnelle. Par exemple, pour faire face au stress. Manger quand ça ne va pas est devenu un déterminant des prises alimentaires bien plus fréquent que manger quand on a faim, c'est-à-dire manger quand on a besoin d'énergie. Alors, il faut savoir que plus les sujets sont préoccupés par le contrôle de leur poids, on parlera dans notre jargon de restriction cognitive, plus ils sont à risque de développer ce type de stratégie de gestion émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec de la gourmandise et il ne suffit pas d'un peu de volonté pour y remédier. Le dernier facteur sur lequel je voulais insister, il est issu du fruit de mon expérience clinique, mais je ne suis pas la seule à l'exprimer. L'une des causes de l'obésité encore trop souvent sous-estimée, c'est l'effet dramatique des régimes et de toute autre forme de restriction. Tous ces encouragements à manger light, sans ceci, sans cela, tous ces raccourcis sur les concepts alimentaires désincarnés de tout bon sens, sont des facteurs de prise de poids et de modification délétère de la composition corporelle. Les régimes font grossir. Alors, je vais citer sur ce point Jean-Michel Le Cerf, qui est nutritionniste à Pasteur. Si vous voulez grossir et perdre du muscle, faites un régime. Il y a encore de multiples autres facteurs que je n'ai pas le temps de citer, mais pour résumer, il faut entendre, il faut retenir que grossir n'est pas un choix et que la vision étriquée du binôme excès alimentaire sédentarité nous enferme dans une vision trop réductrice qui contribue aussi à faire le lit de la stigmatisation. Notre conception rigide de la santé par le contrôle impératif du poids en est un facteur problématique. Donc, j'ai terminé sur les étiologies de l'obésité. Diapositive suivante. Merci. Et je passe la parole à Solène. Merci, docteur Andrieux. Donc, je vais poursuivre sur cette dimension étiologique de l'obésité en tant que sociologue, en mettant l'accent sur la dimension sociale et socio-économique du surpoids et de l'obésité, un peu les causes ou plutôt les facteurs sociaux qui favorisent le surpoids ou l'obésité. Donc, ce qu'on a montré en sociologie, c'est qu'il y avait un lien entre la prévalence de l'obésité et le milieu social. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, il y a un lien linéaire entre le milieu social, que ça soit le niveau diplôme ou le niveau d'éducation, ou le niveau, de socio-économique. Et pour les hommes, il y a une prévalence entre l'obésité et le niveau de diplôme, mais pas le niveau socio-économique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des hommes qui sont obèses selon l'IMC, mais qui ont un niveau socio-économique assez élevé, ce qui se trouve quasiment pas chez les femmes. Alors, ce qu'on a constaté également en sociologie, dans les sciences sociales, sur les causes, on va dire, sociales de l'obésité, c'est notamment le coût de certains produits alimentaires qui sont amplifiés à l'heure actuelle, vous vous en doutez bien, avec l'inflation, qui fait qu'une partie de la population, parmi les plus précaires, a des difficultés à se nourrir avec des fruits et légumes frais, par exemple du poisson, et même certains produits, on va dire, comme des graines, certains types de féculents un peu plus recherchés, etc. On constate également un manque de connaissances nutritionnelles, donc ça c'est intéressant, malgré tous les discours qu'on entend dans les médias sur du PNNS, etc. Pour apprendre à bien manger, on voit que les gens ne connaissent pas forcément très bien les normes nutritionnelles, mais aussi de manière beaucoup plus pragmatique pour les populations plus précaires, il y a également une difficulté parfois pour cuisiner avec un manque d'équipement adapté. L'exemple le plus simple, ça peut être les étudiants qui bien sûr n'ont pas forcément un four pour pouvoir cuisiner correctement, notamment des fruits, notamment des légumes par exemple, mais ce ne sont pas les seuls. De manière générale, alors c'est un petit peu moins présent en France, bien qu'on commence à le constater, il y a également des pays occidentaux dans lesquels il y a ce qu'on appelle des déserts alimentaires, c'est-à-dire des espaces géographiques dans lesquels il n'y a pas d'accès à des fruits et légumes frais dans un espace géographique accessible à pied. Donc ça, c'est très problématique pour les populations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une voiture ou qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion d'une manière ou d'une autre. Et puis, le docteur Andrieux l'a déjà signalé, mais on peut bien sûr noter un lien entre la prévalence du surpoids et de l'obésité et puis le stress du monde professionnel, notamment avec un lien, par exemple, entre l'obésité et puis le fait d'avoir un travail de nuit ou d'être confronté à des violences sexuelles et sociales qui peut amplifier potentiellement ou créer des situations de surcharge pondérale d'une manière ou d'une autre.
Alors, je vais peut-être commencer maintenant sur la question de la grossophobie plus généralement, et puis ensuite, si jamais il y a des questions, on pourra les prendre, et puis bien sûr, les autres intervenants peuvent compléter. Philippe, je ne sais pas, il y a un petit bruit. Oui, voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que la grossophobie? Alors, la grossophobie, donc c'est un terme que vous avez tous déjà entendu, c'est le rejet, la haine, le dégoût des personnes qui sont jugées trop grosses par la société. Donc, on pourra y revenir, c'est intéressant, ce terme de trop grosse. Alors, c'est un terme qui n'est pas un terme récent du tout, puisque en fait, il était utilisé dès les années 90, notamment par les militantes anti-grossophobie, notamment l'une des plus célèbres qui est Anne Zamberlan, qui a créé l'association Allegro Fortissimo à la fin des années 80, avait écrit déjà un livre en 94 qui s'appelait Coup de gueule contre la grossophobie. Donc, c'était déjà un terme qui était extrêmement utilisé dans le monde militant et qui a continué à être utilisé pendant une vingtaine d'années avant progressivement d'être utilisé par les médias plus généralement et d'entrer dans le dictionnaire en 2019. Et désormais, on voit qu'il s'est vraiment bien répandu dans le grand public et qu'il est extrêmement utilisé à l'heure actuelle, notamment par les journalistes, mais aussi par la population, on va dire, dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, la grossophobie, elle vient du fait qu'on est dans une société qu'on appelle grossophobe. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une société donc qui rejette les corps trop gros. Mais attention, on va faire un tout petit rappel historique parce que je pense que c'est important. Souvent, on a l'image qu'on est dans une société qui valorise extrêmement la grande minceur, ce qui est vrai, mais qui, auparavant, il y aurait eu une sorte d'âge d'or où finalement les personnes grosses, et en particulier très grosses, étaient valorisées, acceptées, visibilisées, etc. En fait, quand on regarde historiquement la question de la grosseur, de la valorisation de la grosseur, de la représentation de la grosseur, et là je parle uniquement sur l'Occident et l'Europe en particulier, il n'y a jamais eu vraiment de période où on a survalorisé les personnes très grosses. Il y a eu des périodes où un certain embonpoint, où quelques rondeurs, on va dire, ont pu être acceptées, parfois chez les hommes, parfois chez les femmes. Par exemple, chez les femmes, c'était parfois le haut du corps, parfois c'était le bas du corps, mais c'était toujours de l'embonpoint, c'est-à-dire ce qu'on appellerait maintenant un surpoids, éventuellement un fort surpoids, mais jamais des formes d'obésité très fortes. Alors, par contre, ce qu'on a remarqué depuis le Moyen-Âge, et ça c'est intéressant, même avant, même dès la Renaissance, même dès l'Antiquité, pardon, même chez les Grecs, une association entre la grosseur et puis des représentations sociales péjorative, extrêmement négative, avec une association entre le fait d'être gros et puis le fait de considérer que la personne est fainéante, manque de volonté notamment, ça c'est quelque chose qui revient systématiquement, manque d'intelligence parfois également. Il y a également un lien entre la grosseur et puis un présupposé sur la sexualité de la personne. Parfois, les représentations associent la personne à une forme d'asexualité. Parfois, c'est le contraire, on les associe à une forme de lubricité, donc on voit des représentations qui sont assez différentes. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on associe la grosseur avec une forme de moralisation du corps gros. Pourquoi? Parce que les personnes grosses vont être accusées de manger des produits alimentaires qui sont jugés immoraux, c'est-à-dire trop gras, trop sucrés. Donc, elles ont un comportement qui est néfaste d'un point de vue alimentaire à deux niveaux. D'abord parce qu'elles mangent trop, ce qui est jugé mal d'un point de vue en termes moral. C'est vraiment la dimension de voracité, c'est le péché de gourmandise, si vous voulez, si on revient dans les textes bibliques. Et ensuite, également, elles mangent mal parce qu'elles mangent des produits qui sont jugés mauvais moralement. Et ça, c'est intéressant parce que cette dimension de la moralité, on y reviendra si vous voulez, mais c'est quelque chose qui va vraiment imprégner très fortement les différentes représentations de ces personnes-là. Alors, ces représentations négatives, elles ont pour conséquence que lorsqu'on observe, par exemple, la culture populaire, les films, les séries, les médias, les journaux de manière générale, on va constater que les personnes qui sont grosses, qui sont représentées dedans, déjà, elles sont très peu nombreuses par rapport à la proportion qu'elles sont dans la population réelle. Déjà, c'est important de le rappeler. Mais également, elles ont toujours un rôle assez particulier. Elles vont jouer le rôle du faire-valoir. Elles vont jouer le rôle, ça va être le petit gros comique, ça va être l'héroïne malheureuse, par exemple. Dans les médias et notamment dans les réseaux sociaux, des réseaux d'images, on va souvent représenter ces personnes-là sans tête, comme si c'était une forme de déshumanisation de ces personnes-là, qui ne valaient que parce qu'elles ont un corps hors norme. Mais également, on va les représenter très fréquemment en train de manger, toujours avec cette dimension de voracité, d'association entre la suralimentation et la grosseur. Donc, je vous ai mis quelques images que l'on peut retrouver très facilement si on tape grosseur, si on tape surpoids, si on tape obésité. Et alors, je reprendrai juste ce que le docteur Andrieux nous rappelait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on voit dans les articles de journaux, c'est très intéressant, on va voir un article du Monde, par exemple, qui va nous dire 50% des Français sont
en surpoids ou obèse ou obèse, on va retenir le mot obésité. Et donc là-dedans, on va nous mettre une photo avec une personne qui a un IMC de 45, 50, etc. C'est pas que ces personnes n'existent pas et c'est très bien de les visibiliser, c'est pas un souci. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce dont on est en train de nous parler, c'est-à-dire une catégorie de surpoids ou d'obésité, et des personnes qui sont dans des catégories très élevées d'obésité, qui sont évidemment infimes, qui sont d'un très faible pourcentage dans la population française. Alors nous, en sociologie, on va moins utiliser le terme de grossophobie qui va souvent être associé plus à la dimension de la phobie, donc à la dimension psychologique. On va plutôt utiliser le terme de stigmatisation et de discrimination. Alors la stigmatisation, c'est quoi? C'est simplement le fait d'attribuer un stigmate, c'est-à-dire une caractéristique sociale corporelle dévalorisante. Et dans ces cas-là, on va parler de stigmatisation quand une personne reçoit des insultes, des conseils inadaptés, des regards péjoratifs, etc. Une personne qui veut s'asseoir dans le métro, une personne grosse, en surcharge pondérale, qui veut s'asseoir à côté d'une autre personne dans le métro et qu'on va agresser verbalement, par exemple, parce qu'elle a un corps qui est jugé hors norme, inadapté, etc. Le processus de discrimination, c'est d'un point de vue juridique, c'est le fait d'empêcher un individu d'accéder à ses droits, tout simplement. Donc, c'est puni par la loi, c'est illégal. C'est un refus de droit, un refus de prise en charge, un refus d'entrer dans un espace public. Par exemple, le fait de refuser à une femme ou à un homme obèse d'entrer dans une boîte de nuit. On a souvent en tête les exemples de personnes noires, par exemple, où on a des situations où on a pu montrer des formes de racisme dans ces espaces-là. Ce sont des espaces grossophobes également. Alors, dans la sphère professionnelle, privée, dans l'espace public, il y a énormément d'études qui ont pu montrer ces situations de stigmatisation et de discrimination. Je vous ai pris juste quelques petits exemples, mais on pourrait en parler pendant des heures. Dans la sphère intime, par exemple, il y a une enquête de 2010 qui a été réalisée en France, qui est intéressante, qui montre que les femmes obèses ont eu moins de partenaires sexuels dans les 12 derniers mois que les femmes normopondérées. Donc là, on voit que la question des préférences sexuelles est aussi façonnée par nos représentations sociales du corps, ce qui est tout à fait logique. Dans l'espace public, cette fois aux États-Unis, il y a une enquête qui a montré que 50 femmes blanches qui avaient un IMC moyen de 42,5 citaient en moyenne 3 situations de stigmatisation par jour. C'est-à-dire qu'elles pouvaient raconter 3 situations dans la journée qui leur avaient rappelé qu'elles avaient un corps qui était jugé dévalorisant par le reste de la société. Et puis, dans la sphère professionnelle, on a énormément de données en France, aux États-Unis et dans d'autres pays de plus en plus qui montrent que les personnes qui sont dans des IMC d'obésité restent plus longtemps au chômage, ont des promotions moins fréquentes, des salaires moins élevés. Et cette discrimination, elle a été montrée également par testing. Donc ça, c'est le sociologue Jean-François Amadieu qui avait montré ça dans les années 2009. Où notamment il avait envoyé des CV, vous savez, où il avait un petit peu modifié la tête des individus pour faire croire que certains individus étaient plus minces et d'autres individus étaient plus gros, et il montrait que les individus qui étaient jugés plus gros sur l'image étaient moins souvent contactés pour faire des entretiens d'embauche, par exemple. Et ces situations étaient intéressantes puisqu'ils montraient que ça marchait aussi bien pour des métiers qui étaient des métiers, on va dire, visibles, qui étaient un petit peu l'image de marque d'une marque, un vendeur, etc. Mais ça marchait également pour des professionnels qui étaient des professionnels qui n'étaient pas du tout vus par le grand public. Donc cette situation de grossophobie, elle n'était même pas justifiable, même c'est pas forcément justifiable, mais en tout cas, elle n'était pas justifiable par les entreprises par le fait de pouvoir montrer une certaine image particulière de leur marque. Alors ces situations, elles sont très différentes, ces situations de stigmatisation et de discrimination. Elles sont différentes en fonction des caractéristiques sociales des individus, donc je vous en ai mis 2 principaux, puisqu'ils sont intéressants. Elles sont différentes selon la corpulence, donc avec, lorsque l'on est en surpoids, moins de risques d'être stigmatisé que lorsqu'on est obèse. Donc là, je vous ai mis une étude intéressante, puisqu'elle montre bien des différences très importantes. Donc c'est des situations de discrimination professionnelle. Donc les personnes en surpoids ont 12 fois plus de risques de stigmatisation professionnelle. Les personnes obèses de grade 1, 37 fois plus. Les personnes très obèses, 107 fois plus. Donc, on voit que plus une personne a un IMC d'obésité élevé, plus elle est stigmatisée ou discriminée. Donc, ça rappelle encore une fois qu'il faut souvent découpler la catégorie de surpoids de la catégorie d'obésité parce que lorsqu'on mélange tout, on ne comprend pas très bien forcément les situations d'un point de vue social. Et puis, il y a également des différences en fonction du genre qui sont intéressantes, où on constate, par exemple, je vous ai mis une enquête récente de Défenseurs des droits de 2016, qui rappelle que les femmes obèses déclaraient 8 fois plus souvent, les femmes en surpoids 4 fois plus souvent, et les hommes obèses 3 fois plus souvent de discrimination liée à l'apparence physique par rapport à des personnes qui sont normopondérées. Donc là, on voit que les hommes obèses sont aussi discriminés, mais ils le sont moins souvent que les femmes obèses. Également, dans les discriminations professionnelles, on a des enquêtes qui montrent que les femmes vont être discriminées professionnellement à partir d'un IMC de 30, alors que chez les hommes, ça va commencer à un IMC de 35.
Donc ça, c'est intéressant. Donc encore une fois, il y a une discrimination très forte pour les hommes qui sont dans ces situations d'obésité, mais elle commence un tout petit peu plus tard que les femmes. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ces situations de stigmatisation et de discrimination professionnelle, elles ont des conséquences en termes d'autocensure pour les individus, d'évitement social. Les individus veulent plus faire certaines activités, ils se mettent plus dans certaines situations professionnelles, par exemple, pour demander à changer d'emploi, etc., parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés ou discriminés. Et ça conduit à des situations de mobilité sociale descendante, des formes de déclassement, c'est-à-dire que les personnes qui sont obèses ont moins de chances à niveau d'études égales, moins de chances d'avoir la même profession que leurs parents ou d'être dans la même catégorie socio-professionnelle que leurs parents. Donc ça, c'est intéressant puisque souvent, il y a ce stéréotype dont je parlais tout à l'heure du fait d'associer les personnes obèses avec moins d'intelligence, plus fainéantes, etc. Et parfois, on a pu voir des situations où c'était justifié par le fait qu'ils avaient parfois des emplois moins élevés, puisqu'ils font plus souvent partie des catégories sociales inférieures dans la société. Ben, ça s'explique aussi par cette grossophobie, en tout cas en partie. Alors, ces situations que l'on retrouve dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Solène, oui. Solène, excuse-moi de te couper là, je suis désolé là, mais est-ce que du coup on peut en profiter d'avoir Madame Bourri et son association? Je pense que c'est pertinent de lui demander ce qu'elle en pense de ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'était aussi un peu le fondement de la mise en place de son association, en fait, avant qu'on passe après dans la sphère médicale, si tu veux bien. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour à tous. Donc oui, moi, en fait, j'ai relevé différentes choses, mais c'est vrai que l'association est née du fait de ma prise de poids. Je pense que je peux difficilement expliquer la situation sans parler de moi dans un premier temps, mais en fait, j'ai pris quasiment 80 kilos sur un problème de thyroïde caché par un arrêt de la cigarette et un burn-out. Et donc, le temps qu'on comprenne ce qui se passe, c'est qu'on l'attribue à autre chose qu'aux antidépresseurs et à la tête dans le frigo, parce que mon médecin ne pensait pas, ne me croyait pas quand je lui disais que je mangeais pas et que je grossissais pour autant. Et j'ai eu la chance de faire un urticaire géant qui a permis de déceler donc du coup cette hypothyroïdie et qui a fait que après j'ai pu avoir un traitement. Sauf que les 80 kilos en plus, je me suis retrouvée finalement dans une situation de handicap et je suis devenue agoraphobe. Donc je vivais la nuit, je dormais le jour et je me cachais clairement jusqu'à ce qu'à un moment donné je me dise c'est pas possible de vivre cette vie-là et de rentrer dans un service de rééducation. Alors pour le nommer à Corbie dans un SSR de fonctionnel et nutritif, de reconditionnement fonctionnel et nutritif. Et puis, en fait, pendant ces 3 semaines, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai pu aussi retrouver surtout une forme d'autonomie. Alors évidemment, il y a le avant et le après. Je sais bien que je redeviendrai pas ce que j'étais, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir l'envie d'aider les autres et de me dire, mais en fait, lorsqu'on sort, il n'y a rien pour nous. Je me vois pas aller dans une salle de sport parce que je suis en obésité et que je vais être observée par des personnes qui ont un IMC bien inférieur au mien, qui vont avoir un regard jugeant et stigmatisant. Et du fait, je me suis dit pourquoi pas amener notre association en fait à pouvoir proposer des activités sécure finalement par rapport au regard des autres. Donc notre association est née avec des activités qu'on propose, par exemple notamment la piscine, on va faire de l'aquagym, on a des créneaux privés qui permettent aux personnes de pouvoir se sentir à l'aise puisqu'il n'y a que nous dans l'eau et il n'y a pas d'autres personnes pour nous regarder. Évidemment, il ne faut pas non plus s'enfermer dans la pathologie et de dire voilà, on est obèse et on va rester entre obèses, parce que c'est pas non plus ce qu'on souhaite au sein de l'association. Donc on propose aussi des temps où on se retrouve à la piscine mais avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on peut inviter nos enfants, notre mari, nos amis, les cousins, cousines, peu importe, mais le but il est de redonner à notre séance d'aquagym une image un peu
comment dire, classique de ce qu'on pourrait retrouver dans une piscine traditionnelle, et du fait de pouvoir après avoir l'audace, je veux dire, de pouvoir aller dans une piscine municipale avec ses enfants, ses petits-enfants, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment la part au niveau de l'association où on a souhaité pouvoir proposer ces activités qui permettent d'avoir ce côté sécurisant du fait de l'obésité, du regard des autres, et d'éviter les stigmatisations. Alors vous parliez aussi des stigmatisations et des choses qui ne sont pas ouvertes. Par exemple, j'ai eu l'occasion de pouvoir partir en voyage et de prendre un avion, et bien j'ai dû payer de place parce que je n'ai pas le droit à une place seule, parce que mon poids et ma taille en fait ne me permettent pas d'avoir une seule place. Donc j'ai trouvé ça assez difficile, d'autant qu'on vous demande votre poids parce que vous êtes en excédent de poids. On vous dit, ben voilà, en fait vous êtes une valise. Il y a votre corps plus toute la valise, ce qui n'appartient pas aux personnes normales entre guillemets, et qui va passer dans la soute. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces images-là qui sont un peu difficiles, et du coup avec l'association on essaie de lutter contre toutes ces images de grossophobie qu'on peut rencontrer au quotidien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Lydie. Je rends la parole à Mme Karoff. Merci beaucoup, mais c'est tout à fait effectivement les témoignages que j'ai pu rencontrer, et merci pour l'exemple de l'avion, parce que je pense que c'est un très bon exemple de discrimination, effectivement. On pourrait très bien imaginer, on pourra en reparler éventuellement même dans les questions, dans les solutions qu'on peut imaginer au sens social, même si c'est pas forcément l'objectif de ce webinaire, mais on pourrait imaginer certains sièges un petit peu plus grands et spacieux qui serviraient tout aussi bien pour des personnes en surcharge pondérale que pour des personnes très grandes, par exemple, qui se plaignent évidemment toujours d'être dans des avions minuscules. Donc, on pourrait tout à fait imaginer des situations où on est obligé de discriminer une partie importante de la population. Alors, je voulais juste continuer. Donc là, j'ai parlé un petit peu brièvement de la sphère professionnelle, privée et d'espace public. Donc, je voulais parler un petit peu de la sphère médicale. Donc, il y a énormément de travaux qui montrent qu'il y a des situations de stigmatisation dans la sphère médicale, dans le monde médical, que ça soit chez les médecins spécialisés dans la prise en charge, chez les généralistes, chez les étudiants en médecine, ou de manière générale chez tous les paramédicaux. Alors, je vous ai mis un certain nombre de citations, de revues qui font un petit peu des analyses ou des méta-analyses sur ce sujet. On pourra en reparler si vous voulez. L'objectif, c'est simplement de vous montrer qu'il y a énormément de travaux sur la question qui essayent de documenter ça, et notamment qui essayent de documenter ce qu'on appelle des biais implicites et des biais explicites. Alors, peut-être on peut revenir juste sur ça 2 secondes. Les biais implicites, c'est tout ce qui sont les biais inconscients qui font que on est tous et toutes grossophobes dans une société qui est grossophobe. Et si ça vous intéresse, le biais, la mesure du biais implicite la plus connue, c'est les tests qui ont été créés par Harvard. Vous pouvez aller regarder, vous tester. Il n'y a pas que la grossophobie, et ça permet, avec des petits clics, de voir un petit peu à quel niveau de grossophobie, de misogynie, de racisme, etc. on peut être. Donc c'est toujours intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle les biais implicites. Donc c'est des biais inconscients. Et ensuite il y a les biais explicites. Donc là, c'est plutôt tout ce qui relève des préférences grossophobes, bien évidemment, puisque dans ce cas-là, c'est sur la grossophobie, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, où là, l'objectif, c'est de demander aux gens, voilà, dans cette situation-là, est-ce que vous préférez embaucher une personne qui est grosse, une personne qui est mince? Est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui sont en surcharge pondérale, etc. Donc, on a un petit peu des études qui travaillent sur ces 2 dimensions-là. Et alors, ce qu'on peut constater dans ces études, c'est que la grossophobie dans la sphère médicale, elle va s'exprimer de différentes manières, notamment avec un manque de respect de certains soignants envers les patients obèses, avec des formes diverses de stigmatisation, d'insultes, d'agressions, encore une fois, de conseils inadaptés, etc. Dans certains cas, une attribution excessive de pathologie à l'obésité, avec des soignants qui vont, par exemple, considérer que dès qu'un patient obèse vient les voir, sa pathologie va être systématiquement associée à l'obésité. Et puis, dans certains cas de figure intéressants également, une inadaptation des objets, par exemple des brancards trop petits, des chaises, des lits, des scanners qui ne sont pas adaptés à certaines corpulences, ou des tensiomètres trop petits, etc. Donc ça, c'est des objets du quotidien, bien sûr, qui évoluent. Il y a des choses qui commencent à arriver, mais qui sont des choses qui peuvent également stigmatiser les individus, puisque elles vont empêcher déjà de prendre en charge correctement les individus, et puis parfois elles vont conduire à des situations assez dramatiques. Autrefois, j'espère que c'est plus le cas maintenant, mais il y a eu
des situations où, pour prendre des scanners des personnes, on en les envoyait, par exemple, dans des salles vétérinaires parce que c'était le seul endroit où vous avez des espaces suffisants pour prendre en charge des corpulences extrêmes. Donc, j'espère que ça a changé, mais je sais qu'au niveau des ambulances, pendant longtemps, par exemple, on n'avait pas d'ambulance adaptée pour prendre en charge des personnes qui étaient en forte obésité. Et que donc, il y a eu des situations très graves. Là, pour le coup, c'était des médecins qui m'en avaient parlé, des situations très graves de décès de personnes qui avaient des corpulences, certes hors normes, mais qui avaient le droit d'être soignées comme tout patient. Alors, les hypothèses pour expliquer cette grossophobie, elles sont de diverses sortes. Je vous en ai mis juste quelques-unes. La question de la corpulence, alors c'est intéressant parce qu'on a des études qui montrent des sujets, des hypothèses différentes, pour montrer un peu aussi que le savoir évolue sur ces sujets-là. Pendant longtemps, on pensait que le fait d'être corpulent permettait d'avoir moins de biais implicites envers le surpoids et l'obésité. Donc, il y avait une étude qui avait montré ça en 2003. Plus récemment, une étude a montré l'inverse. Finalement, des soignants corpulents ou l'ayant été étaient finalement plus stigmatisants que les autres. Donc, peut-être à voir, peut-être que ça dépend également de d'autres caractéristiques sociales, bien sûr, ou de d'autres paramètres. Donc, ça, c'est encore à analyser. Le manque d'expérience professionnelle et le manque de formation appropriée sur l'obésité est souvent un des facteurs qui explique aussi la grossophobie, avec des soignants qui se retrouvent complètement démunis, et puis je vous donnerai des exemples après intéressants, et qui donc font ce qu'ils peuvent, mais dans des situations où ils auraient besoin probablement d'être mieux soutenus, d'avoir plus de ressources, à la fois matérielles, mais aussi cognitives, etc., pour penser la question de l'obésité et du surpoids. C'est intéressant. Et puis, bien évidemment, l'intériorisation par les soignants de la grossophobie sociale, puisque les médecins et soignants de manière générale, bien sûr, sont des humains comme les autres. Et donc, il n'y a pas de raison finalement qu'ils échappent à l'intériorisation de cette grossophobie. Alors, les conséquences sur les patientes, elles sont évidemment parfois graves et parfois très graves. C'est évidemment un impact sur la santé des patients obèses, avec une qualité des soins dégradée, mais également une relation de confiance dégradée entre soignants et patients, avec des patients, par exemple, qui ne veulent plus aller voir des soignants qui ont été stigmatisants et donc qui font ce qu'on appelle un évitement de soins, donc ils ne vont plus se faire soigner ou qui y vont tardivement, donc ce qui pose aussi d'autres problèmes, avec des conséquences psychologiques assez néfastes, à la fois de l'obésité, mais également de la grossophobie. Et ça, c'est intéressant également, c'est qu'on commence à voir que dans certains cas de figure, certaines pathologies qu'on pense associées à l'obésité pourraient l'être également à la grossophobie. Parfois, elles sont liées aux deux dimensions qui sont intriquées. Donc ça, c'est intéressant également d'aller travailler sur ça, parce que ça veut dire que travailler sur la grossophobie, ça va être aussi un moyen d'aider les personnes à être en meilleure santé, quel que soit leur poids. Alors, des petits témoignages, parce que je pense que c'est intéressant. Donc, dans une étude que j'avais faite durant ma thèse, donc qui commence à dater un petit peu, mais bon, je pense que Lydie pourra nous dire si c'est toujours d'actualité maintenant. Donc, un manque d'équipement. Donc, à l'époque, une enquêtée que j'avais rencontrée qui raconte que donc elle avait un tensiomètre, sa médecin du travail elle prenait la tension avec un tensiomètre trop petit, il lui trouvait systématiquement une hypertension, alors que finalement son médecin traitant ne lui en trouvait pas avec un équipement adapté. Donc ça, c'est intéressant, c'est à se demander du coup dans ces cas-là, peut-être que là dans ce cas-là, la solution finalement elle est assez facile. Peut-être pas facile financièrement, mais en tout cas, on sait un peu concrètement ce qu'on pourrait faire. Et puis, de remarques violentes. Donc là, je vous ai mis un exemple, mais j'en avais des dizaines. Donc, un médecin, par exemple, qui conseillait à une de mes enquêteuses de se faire coudre les lèvres pendant quelques mois pour ne plus manger qu'avec une paille et ainsi maigrir. Donc, vous vous doutez bien que quand un patient entend ça de la part de son médecin, c'est pas forcément le médecin qui va retourner voir ensuite, parce qu'il va se dire que le médecin va pas être très compatissant, très bienveillant envers son problème. Quand bien même, ce serait un patient qui voudrait perdre du poids, etc. Alors, la violence de la catégorisation d'obésité, je pense que c'est intéressant de le rappeler. Pour une partie des patients, le terme obèse, c'est un terme qui est extrêmement violent. Ça l'était probablement encore plus avant, mais ça l'est toujours. Et ce qui fait que certaines personnes, vous vous souvenez, je vous ai montré les photos tout à l'heure, on voit des personnes qui sont dans des formes d'obésité très élevées. Finalement, les gens, ils ont ça en tête, et quand on leur dit qu'ils sont obèses, pour eux, ils ont cet imaginaire-là, alors que peut-être qu'en fait, ils sont en très légère obésité. Donc finalement, ils associent des choses qui sont très différentes. Donc là, je vous ai mis l'extrait d'une enquêtée qui, le jour où elle a découvert qu'elle était obèse, donc elle raconte que ça a été un choc terrible. Elle me dit, j'ai pris au moins 10 kilos. Donc, en fait, ça l'a vraiment traumatisé, cette situation de catégorisation dans une situation qui était dans un univers et un imaginaire, si vous voulez, de représentation qui associait l'obésité à quelque chose de dramatique, de dramatisant. Chez les médecins, on a également des témoignages qui sont très intéressants, notamment d'insatisfaction professionnelle. Alors, je vous ai mis l'exemple d'un généraliste qui montre que c'est difficile de travailler en tant que soignant généraliste, donc médecin traitant, vis-à-vis de patients qui sont obèses, notamment parce que, comme dans beaucoup de cas, ça ne marche pas de faire perdre du poids à ces patients, finalement, il se retrouve, lui, dans une situation d'insatisfaction professionnelle. Donc, il raconte, que la plupart du temps, c'est voué à l'échec et que finalement, ces patients le mettent
lui-même dans cette situation de difficulté en l'accusant quelque part de manière implicite d'être un petit peu la cause de cet échec et qu'il trouve ça difficile. Et donc, il raconte, par exemple, dans la deuxième citation, il dit que c'est un boulot harassant. Il dit « Je conçois que les gens ne fassent que ça parce que c'est vraiment un boulot à part entière et je crois qu'il faut vraiment avoir quelque part une motivation forte pour ça, une espèce de vocation à s'investir là-dedans. » Donc, on voit que cette question de l'insatisfaction professionnelle, elle est très importante à prendre en compte et encore une fois, c'est aussi la question des ressources. Comment on peut faire pour que les soignants aient plus de ressources, plus d'aide, etc., pour que ça se passe mieux avec leurs patients. Alors, un autre exemple, c'est une enquêtée qui est endocrino, qui, elle, raconte qu'elle est face à une pathologie qu'elle dit abominable, notamment parce que finalement, ce qui est abominable pour elle, c'est justement de dire à ses patients que finalement, ils doivent manger des choses qui ne leur font pas plaisir. Donc là, c'est une dimension plutôt sur le rôle du médecin. Qu'est-ce que le médecin doit donner comme solution potentiellement à ses patients? Alors, sur les solutions, je trouve que c'est intéressant de rappeler la question des médicaments. Alors, c'est un extrait qui date un petit peu puisque l'entretien date de 2010. Donc, c'était juste après les controverses autour du Mediator notamment. Dont vous avez bien entendu tous entendu parler. Mais donc, c'est une enquêtée qui se plaint du fait qu'il n'y ait pas de traitement médicamenteux. En tout cas, il n'y en avait pas forcément à l'époque qui marchait bien, au sens où ceux qui marchaient malgré tous les défauts qu'ils avaient ont été retirés parce que, bien sûr, ils ont créé des problèmes de santé très graves et que, par conséquent, elle se retrouve un petit peu dans une situation où elle n'a plus rien à proposer. Et le deuxième extrait, c'est intéressant également, c'est une médecin généraliste nutritionniste qui, elle, finalement, se retrouve en difficulté professionnelle parce que tous les patients, finalement, qu'elle voit sont des patients qui sont déjà dans une situation d'échec, quelque part, puisqu'en fait, ils ont fait tous les régimes possibles et inimaginables qu'on leur a vendus, qui leur ont fait perdre 10 kilos, mais ils ont repris 15 kilos, ils en ont perdu 20, ils en ont repris 30. Et donc, finalement, quand ils arrivent, ils sont déjà dans cette situation d'échec qui est extrêmement difficile, du coup, de quelque part de contrer. Et donc, elle se retrouve dans une situation d'impuissance. Donc, je pense que c'est intéressant de rappeler, lorsqu'on travaille sur cette question de la grossophobie, qu'il y a deux individus dans une interaction médicale, il y a le patient et puis il y a le médecin, et que pour que ça se passe bien, pour que la relation de confiance puisse se créer entre le médecin et le patient, entre le médecin et son patient, il faut que le patient se sente bien. Donc, évidemment, il faut lutter contre cette grossophobie, mais il faut aussi que le médecin se sente bien. Et donc, il faut probablement également des ressources, des conseils, peut-être des ressources pratiques, mais également, et probablement ça va arriver, des situations de solutions concrètes qui peuvent fonctionner, que ça soit pour un endocrinologue, mais également pour des médecins traitants, des médecins généralistes, des médecins de famille, comme on disait autrefois, qui pourraient également avoir des solutions à proposer à leurs patients. Donc, je vais laisser la parole maintenant sur la question des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors, peut-être juste avant de redonner la parole au... Non, mais il n'y a pas de souci. Au docteur Andrieux, on avait quelques réflexions dans le chat qui nous expliquaient qu'il serait intéressant peut-être de rediscuter de cette valeur émotionnelle qui est un facteur important finalement autour de la prise en charge du poids. Mais docteur Andrieux va en parler. Je crois. Juste faire une petite remarque aussi, c'est évidemment tous les éléments qu'on vous a donnés peuvent nous choquer en tant que médecin d'entendre que c'est possible que ça se passe comme ça, mais comme vous l'avez très très bien expliqué, on fait partie d'un monde et le monde est ainsi fait que il n'y a pas de raison que dans notre corporation et dans les soignants en règle générale, il n'y ait pas ce type d'éléments. Le propos n'est pas de dire aujourd'hui ça existe pas, c'est un fait, c'est quand même de le pointer. Et puis un autre élément qui est de dire, moi je me souviens très bien quand j'ai commencé les prises en charge avec les enfants qui avaient des problèmes de poids, je ne savais strictement pas quoi faire avec ces enfants. On m'avait dit que comme je faisais de la gastronutrition, c'était logique que je les vois puisque c'était un problème nutritionnel forcément. Et en fait, je me suis rendu compte en les suivant et en faisant pas grand-chose avec eux puisqu'on faisait que discuter, que finalement c'était une approche intéressante et que de laisser les gens évoquer ce qu'ils pensent de leur poids, de leur situation, c'est souvent quelque chose que nous les docteurs on sait quand même plutôt faire et qui peut permettre de trouver des leviers dans les prises en charge. Donc vraiment de redire que voilà, il faut bien se connaître soi et puis chercher à bien connaître son patient pour pouvoir avancer ensemble. Je passe du coup la parole ensuite à Madame Andrieux. Je vais pas la prendre tout de suite, sauf pour poser une question. J'ai une petite idée qui m'est venue à l'esprit. On observe chez certains de nos patients, en particulier nos patients qui ont eu recours à la chirurgie et qui ont beaucoup maigri,
l'apparition d'une grossophobie après perte de poids, une espèce de, voilà, une situation qui est surprenante. Donc, des patients qui ont eux-mêmes souffert de grossophobie perdent du poids et se retrouvent eux-mêmes avec un jugement de valeur extrêmement péjoratif vis-à-vis de leurs ex-homologues, de leurs ex-semblables. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu observer? Est-ce que c'est étudié? Est-ce qu'on en comprend quelque chose? C'est très, très surprenant. Oui, alors est-ce que j'ai été claire dans ma question? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est étudié au sens, je ne sais pas s'il y a une grosse enquête sur le sujet. Moi, j'ai remarqué les deux cas de figure. J'ai remarqué des cas de figure qu'on pourrait imaginer plus classiques avec des personnes qui ont perdu beaucoup de poids et qui luttent contre la grossophobie parce qu'ils l'ont vécu, etc. et que donc ils veulent pas que ça se reproduise. Mais j'ai effectivement remarqué aussi ce cas de figure-là. Alors, l'une des explications, ça serait tout simplement qu'ils sont maintenant valorisés pour leur nouvelle corpulence et que c'est une manière de se distinguer, de se différencier du groupe dont ils faisaient avant, qui est un groupe quand même qui est dévalorisé socialement. Donc, c'est aussi une manière pour eux de valoriser leur réussite sociale, leur réussite pondérale d'avoir réussi à perdre du poids. Mais bien sûr, mais de manière générale, les groupes discriminés ou stigmatisés ne sont pas forcément moins stigmatisants que les autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Malheureusement, peut-être. Bon, alors je confirme, nutritionniste, c'est un métier pas facile, qui est parfois source de découragement, mais c'est aussi une occasion vraiment très enrichissante pour rencontrer des patients, en fait, pour vraiment s'intéresser à ce qu'ils sont bien au-delà du poids. Moi, je fais référence à ce que j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, effectivement, il y avait toujours l'objectif perte de poids, l'objectif on diminue les comorbidités. C'était vraiment des objectifs médicaux très, très ancrés qui permettent de comprendre la détermination et la ténacité de certains soignants, peut-être. Aujourd'hui, j'ai plus du tout la même expérience et j'ai plus du tout le même regard. Voilà, comment dire, je m'en mêle les pinceaux un peu, mais peut-être que nous, quand on est jeune, on est trop médecin, on soigne trop le symptôme, on soigne trop les apparences, bien au-delà de ce qu'à la personne est finalement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je vais vite refermer. Pour passer aux recommandations. Oui, je voudrais parler, vous m'entendez? C'est vrai? Oui. Oui, je voudrais juste dire à l'ensemble des participants qui peuvent poser des questions, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. On est à leur disposition pour répondre à toutes les questions. Et moi, j'aurais voulu rajouter un petit mot en tant que médecin généraliste. C'est vrai que, alors je pense peut-être Lydie interviendra aussi pour nous dire ce qu'elle pense parfois de ses rapports avec le monde médical et les professionnels de santé, et ses mauvaises expériences peut-être, et les bonnes aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que tout médecin généraliste comme moi, par exemple, face à quelqu'un qui est obèse et qui est essoufflé, on a trop tendance à dire, bien sûr, c'est normal, c'est votre poids. Il a le droit d'avoir une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque. Quelqu'un qui vient de perdre du poids a le droit d'avoir un cancer digestif. Il ne faut pas forcément le féliciter d'avoir perdu 10 kg ou 15 kg. Il faut toujours rester professionnel de santé, je pense. C'est vrai, je vous rends la parole pour les recommandations HS. Alors, merci. Je crois qu'on peut passer la diapositive. Donc, ces nouvelles recommandations, elles datent de 2022, des recommandations de bonnes pratiques. Elles sont le fruit d'un travail formidable qui met en lumière la complexité de l'obésité, notamment quand elle devient maladie. Alors, en premier lieu, ces recommandations, elles sont fondées sur le caractère pragmatique de la gradation des soins. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Avec un point particulier concernant le caractère évolutif de la pathologie qui nous incite, qui va souligner la nécessité des réévaluations toute la vie durant. On peut passer les deux autres diapositives. Alors, c'est présenté sous une forme de tableau que je vous invite à découvrir, alors qu'ils ne sont pas du tout conçus pour être lus dans un diaporama, mais qui illustrent de façon remarquable la diversité des situations cliniques. Alors, diapo suivante, avec le point très intéressant qui permet de résumer qui doit faire quoi dans un monde idéal.
c'est-à-dire, on parle là de 3 niveaux de recours et de la mobilisation des ressources humaines et structurelles qui sont nécessaires en fonction des degrés de sévérité de l'obésité. Alors, encore une fois, dans un monde idéal, quand on a sous la main les ressources humaines et structurelles nécessaires. Je ne m'attarde pas plus sur les recommandations, elles sont vraiment extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes, mais vraiment peu propices à une présentation en webinaire. Il y a un format résumé qui vaut vraiment la peine de se pencher sur ce format et qui n'est pas trop long à explorer. Je terminerai concernant ces recommandations avec la diapositive suivante. Pour moi, ce qui est notable dans ces recommandations et ce qui nous rassemble ce soir, c'est qu'en fait, ces recommandations de bonne pratique, elles mentionnent l'importance de prendre en considération les méfaits de la stigmatisation. Et ça, c'est un progrès, c'est un vrai progrès. Voilà. Oui, je n'en dis pas plus spontanément. Ouais. Je répondrai aux questions s'il faut. Oui, Lydie, je voudrais que vous interveniez, si vous le souhaitez, pour nous parler un peu de vos rapports avec les professionnels de santé, tant généralistes que spécialistes, que centres de santé, un peu votre expérience personnelle sur le sujet. Oui, bien sûr. Alors, en ce qui me concerne, je voulais revenir aussi sur, tout à l'heure, on a parlé de la grossophobie et des personnes qui sont slivées aujourd'hui, bypassées et autres, et qui ont effectivement, vous disiez en fait un rejet. Moi, j'irai plus loin, ça va jusqu'au dégoût et aux insultes. J'ai assisté à cette forme de grossophobie dans une famille où en fait le fils a perdu énormément de poids et il insulte sa mère au quotidien dès qu'elle mange un peu. T'as vu ce que tu bouffes, regarde comment tu es. Et il lui dit même tu me fais vomir, quoi. Donc voilà, donc ça va vraiment très loin et j'ai pu voir plusieurs fois ça dans 10 ans. Aussi, alors par rapport aux stigmatisations médicales, alors j'ai plusieurs choses qui moi me sont arrivées personnellement, notamment j'étais aide-soignante dans un service j'arrive à le dire. Je m'occupais des personnes en fin de vie, voilà, j'y arrivais. Et donc on avait tout l'aspect coloscopie, etc. Enfin moi, je côtoyais notamment des anesthésistes. Et puis j'ai fait moi-même une coloscopie et le jour de cette coloscopie, l'anesthésiste ne m'a pas reconnue. Et évidemment, pas mes lunettes, la blouse, etc. Donc il savait pas que c'était moi sur la table. Et je l'entends dire à l'infirmière, celle-là, elle ferait bien de boire du Colopec tous les jours. Bon, voilà. Donc ça, c'était une petite expérience qui m'a beaucoup blessée, évidemment, parce que c'était quelqu'un avec qui je travaillais, que j'estimais énormément. Autant vous dire que l'estime, elle est partie. Peu de temps après, quand j'ai pris mon poids, j'ai eu des soucis qui se sont avérés. Enfin, on a vu que j'étais porteur du HLA-B27 et donc on voulait mon médecin m'avait prescrit une scintigraphie et en fait quand j'ai été dans la salle d'attente, évidemment, on m'a injecté le produit nucléaire, on m'explique un peu ce qui va se passer et puis l'infirmière sort de la salle, revient. Et là, elle me demande devant tout le monde dans la salle d'attente combien je pèse. Donc, vous imaginez un peu ma réaction. C'était un peu compliqué de parler devant tous ces gens. Et puis elle revient 10 minutes après en me disant vous pouvez partir, hein, la table ne supportera pas votre poids. Donc, on m'a quand même injecté le produit avant de me poser la question de savoir, ou de se poser la question de savoir si le matériel était adapté. Là, il n'était pas, effectivement. Alors après, il n'y a pas que des mauvaises choses. Fort heureusement, j'ai dû faire un scanner il y a très peu de temps. Et donc, le manip radio est sorti. C'était un monsieur, il est sorti, il m'a vu, il m'a dit bonjour, il est re-rentré. C'est sa collègue qui est venue et qui, en fait, tout simplement m'a demandé si j'avais déjà fait un scanner auparavant. Oui. Ça s'est bien passé, oui. Très bien, entrez. Voilà. Des questions ont été induites sans les dire. Et c'était vraiment très agréable pour moi parce que j'allais en fait faire cet examen avec cette trouille au ventre
de jugement, de stigmatisation. Et là, pour le coup, je l'ai pas eu du tout. C'était vraiment très agréable. Je l'en ai remercié à la sortie en lui faisant remarquer que j'avais apprécié ce tact qu'elle a eu envers moi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que ça ne se passe pas toujours mal, fort heureusement. Merci de votre témoignage. Du coup, je pense que Madame Andrieux a fini sa partie et je pense que c'est Madame Caroff qui reprend la main. Oui, donc l'idée là, c'était un petit peu de revenir sur la médicalisation de la grosseur, puisqu'on voit là, Dr Andrieux nous a présenté les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2023 sont le résultat d'une très très longue histoire de médicalisation du surpoids et de l'obésité qui date depuis le Moyen-Âge, mais qui a surtout pris de l'ampleur au 19e siècle, époque où on a commencé à chercher, les médecins, les scientifiques ont commencé à chercher les explications de l'obésité et ont commencé à chercher des solutions pour l'obésité. C'est une époque où on a commencé à donner des régimes, notamment par exemple aux personnes grosses. Donc ça, c'est assez intéressant d'aller regarder ça. Et on a commencé à établir les corrélations entre poids et risque pour la santé. Donc ça, c'est vraiment tout le 19e siècle. Et puis là, bien sûr, vous le savez encore mieux que moi, toutes les études actuelles, depuis une trentaine d'années qui commencent à se développer sur le lien ou même une cinquantaine d'années, sur le lien entre génétique et obésité, plus récemment sur le lien potentiel entre obésité et microbiote, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on est dans une situation où il y a une constante évolution du savoir sur l'obésité. Et donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte pour toujours se poser la question de comment le patient, lui, perçoit cette question de l'obésité, quel est le savoir profane du patient. Ce savoir, il peut être extrêmement différent de ce savoir médicalisé. Déjà, le savoir médicalisé, il évolue, mais en plus, le savoir du profane, c'est-à-dire le savoir des patients, le savoir de la société civile, il évolue également. Alors, ce qu'il faut savoir également, qui est important, c'est qu'il y a énormément de controverses sur l'obésité, à la fois des controverses sur l'indicateur de l'IMC, donc qui est à la fois des controverses sur l'indicateur en tant qu'outil de mesure, donc sur ce fameux IMC, mais également des critiques ou des questionnements, on va dire, sur les seuils tels qu'ils sont définis à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, par exemple, ces seuils étaient différents et notamment ils étaient différents, par exemple, en fonction du genre. Les seuils de l'IMC n'étaient pas le même pour les hommes et pour les femmes. Donc, c'est intéressant de voir que les choses ont évolué également historiquement. Il y a même eu un questionnement et des réflexions encore actuelles auprès des épidémiologistes, des médecins, etc., de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas changer, par exemple, les catégories de l'IMC en fonction, par exemple, de l'âge des individus. Est-ce qu'être normopondéré, c'est la même chose quand on a 20 ans et quand on en a 60, par exemple? Donc ça, c'est des questions qui sont intéressantes également à poser. Il y a également un certain nombre de controverses sur la question de la dangerosité du surpoids et de l'obésité de grade 1. Le docteur Andrieux l'a mentionné tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que dans certains cas, il y a des questions à savoir est-ce que c'est vraiment dangereux d'être en surpoids ou en obésité de grade 1 ? Alors en réalité, ce que montrent les études, c'est qu'il y a des situations, il y a certaines pathologies où c'est plus dangereux et il y a certaines pathologies où c'est probablement protecteur d'être en surpoids et dans certains cas en obésité de grade 1, notamment pour les personnes d'un certain âge. Donc là, et puis ça vaut pour certains types de pathologies. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une grande complexité lorsqu'on travaille sur cette question du lien entre surpoids et obésité et dangerosité pour la santé. Et cette complexité, il faut aussi la prendre en compte et pas simplement partir du principe que IMC 30 est égal à maladie directement. Et je vais y revenir après, mais c'est d'autant plus important lorsqu'on travaille avec des patients qui se considèrent pas forcément et se définissent pas forcément comme malades. Donc, notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IMC d'obésité, la définition de la maladie selon l'IMC d'obésité, c'est quand même quelque chose qui est partagé par un grand nombre de médecins. Dans l'enquête qui a été réalisée en France sur des généralistes en 2005 par Bocquier et ses collègues, 90% des médecins généralistes donc disaient que l'IMC d'obésité, c'était donc une maladie. Donc, il y a vraiment cette définition en termes de maladie. Donc ça, c'est intéressant. C'est une définition qui est aussi partagée par une partie des personnes obèses.
Et c'est également une définition qui est partagée par une partie des associations de patients, notamment toutes les associations qui sont liées à la chirurgie bariatrique, donc les associations, par exemple, qui soutiennent les candidats à la chirurgie bariatrique, les personnes qui veulent en faire mais n'en ont pas encore fait, ou alors les personnes qui en ont fait et qui ont besoin de soutien après la chirurgie bariatrique, ou toutes les associations de patients, par exemple, ou certaines associations de patients, plus exactement, qui proposent des activités d'éducation thérapeutique par le sport, etc., ou de soutien, par exemple. Donc, il y a des grandes fédérations qui soutiennent cette position de l'obésité comme maladie, par exemple le CNAO, qui existe depuis une vingtaine d'années, 25 ans, je crois. La Ligue contre l'obésité, qui est plus récente. Donc, ils vont utiliser cette définition d'un point de vue aussi pragmatique et stratégique, puisque ça permet aussi de demander une meilleure prise en charge des patients obèses. Évidemment, si l'obésité, c'est une maladie, il faut protéger les patients obèses. Et on l'a vu, par exemple, avec la crise du Covid, où le fait de pouvoir être vacciné à partir d'un IMC d'obésité, c'est l'argument, c'était bien sûr de considérer l'obésité comme une maladie. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des personnes obèses ne se définissent pas forcément comme malades, soit parce que ce sont des personnes pour qui il n'y a pas de comorbidité associée à leur obésité, donc ça, finalement, la maladie ne fait pas partie de leur vécu. Donc, j'ai par exemple une enquêtée qui dit, en fait, ce n'est pas mathématique, c'est-à-dire que moi, j'ai été jusqu'à un IMC de 50, je crois, et je n'ai jamais eu de cholestérol, ni de diabète, ni rien du tout, j'ai toujours eu des analyses de sang magnifiques. Donc, on voit que dans ces cas-là, ça ne correspond pas à son vécu personnel. Donc, elle ne se définit pas, cette enquêtée, comme malade. Et donc, si un médecin vient pour la définir comme malade, il va y avoir un décalage, une forme d'incompréhension réciproque entre le discours du médecin et puis le discours de la patiente. Ce qui fait que, forcément, dans ces cas-là, ça va être plus difficile d'établir une relation de confiance. Il y a aussi des patients, et évidemment certains médecins, qui vont définir l'obésité non pas comme une maladie, mais comme un facteur de risque. Un facteur de risque, ça n'est pas une maladie. Ça veut dire que potentiellement, il y aura peut-être une maladie qui se développera dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Mais comme finalement d'autres pratiques qu'on peut avoir dans le quotidien qui ne sont pas non plus des maladies à un instant T, mais qui peut-être vont donner lieu à des maladies plus tard. Donc c'est une définition qui est assez différente. Il y a encore un dernier cas de figure qui est plus rare quand même, mais qui existe, qui est de considérer l'obésité, donc la grosseur, la forte grosseur, non pas comme une maladie, non pas comme un facteur de risque, mais cette fois comme une corporalité normale. Donc là, l'idée, c'est plutôt de dire, voilà, on est dans une société humaine avec une diversité très grande de corpulence. Il y a des gens très maigres, il y a des gens très minces, il y a des gens gros, il y a des gens très gros. Ça fait partie de la nature humaine. Donc ça, c'est un type de discours qu'on peut entendre également auprès de certaines personnes qui sont définies selon l'IMC comme obèses, ou selon, ça peut être, elles sont parfois dans des associations, elles parlent parfois en leur nom propre, mais c'est un type de discours qu'on entend également. Et donc là, évidemment, c'est pareil. Un patient de ce type qui va voir le médecin pour quelque chose qui n'a rien à voir avec son poids, parce qu'il a une angine, je sais pas, j'en ai un exemple. Du coup, forcément, si le patient commence à lui parler de son poids en termes de maladie, il va y avoir une énorme incompréhension des deux côtés, voire même une forme de méfiance du coup vis-à-vis du médecin qui l'a étiqueté comme malade alors que cette personne ne se définit pas comme telle. Donc ça, c'est important de travailler sur ça aussi. Donc en sociologie, par exemple, on travaille beaucoup sur ça, sur ce qu'on appelle la définition profane des individus. Donc comment est-ce que les individus se définissent eux-mêmes, et ça vaut pour n'importe quel type de problématique corporelle, de la maladie jusqu'à des cas de figure de corps qui sont simplement différents mais qui ne sont pas forcément des maladies. Je sais pas, il y a peut-être on peut prendre aussi quelques questions, je sais pas. Il y a quelques questions qui sont effectivement dans le pratico-pratique. Par exemple, on me demande s'il ne faut pas arrêter de peser systématiquement tous nos patients obèses ou en surpoids. Alors je pense que systématiquement, ça doit être peut-être à chaque consultation, ce qui pourrait paraître stigmatisant, effectivement. Sans aller même jusqu'à l'IMC, faut-il peser, repeser sans arrêt les patients? Il y a une autre question qui évoque la possibilité des conséquences du surpoids et de l'obésité que le médecin est obligé un peu d'aborder avec le patient, mais peut-être justement, il y a la réponse dans la question, en fait, l'intérêt de lutter contre la sédentarité plutôt que peut-être de stigmatiser encore le patient par rapport à son surpoids, à son obésité. C'est des questions un peu, je pense, pour Madame Andrieux, pour Solène. Oui, Séverine, si tu veux répondre. Alors, je vais répondre à la première question, mais la deuxième, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à l'entendre. Concernant la pesée du patient, je crois que la première chose, avant tout, c'est de demander au patient s'il accepte d'être pesé, s'il souhaite le faire aujourd'hui ou plus tard.
voilà, la pesée, c'est souvent un moment extrêmement difficile, douloureux pour les patients, surtout qui ont été victimes par le passé de remarques désobligeantes. Et voilà, quand un patient vient consulter le médecin, il y a un motif de consultation. Déjà prendre en considération le motif de consultation, si c'est de la fièvre, si c'est un rhume, et puis éventuellement en dernier recours, s'il y a un problème de poids visible, et alors avec des pincettes, éventuellement proposer au patient d'être pesé, mais de pas l'imposer. La pesée du poids dans une consultation standard, enfin la pesée du patient dans une consultation standard, elle devient vraiment comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc, peser les patients systématiquement, non. D'ailleurs, en consultation nutrition, je le fais pas systématiquement parce que le patient n'est pas réduit à son poids. La prise en charge, elle met surtout l'accent sur ce que va mettre en place le patient en termes de comportement, de modification, de mode de vie, et pas le résultat sur la balance. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, je ne l'ai pas entendue. Je suis désolée, monsieur. La question, est-ce qu'on peut évoquer d'emblée, par exemple, dans une consultation ménopause, les conséquences de la surpoids ou d'une obésité? Alors peut-être sous forme de questionnement, si on est bien informé soi-même en tant que soignant sur les mesures à prendre ou si on a un réseau pour pouvoir réorienter les patients en demande. Voilà. Enfin, je le ferai pas systématiquement à titre de comment dire de prévision comment dire un peu fataliste. Il y a des circonstances qui ont été identifiées comme des circonstances favorables de prise de poids, mais c'est pas des prises de poids systématiques non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je n'ai pas été claire là-dessus. Si, mais oui, le médecin nous dit aussi qu'on peut l'aborder aussi d'une autre façon, c'est la lutte contre la sédentarité, qui ne fait pas forcément référence à un poids. Oui, complètement, complètement. Alors, comme c'est un sujet un peu compliqué, je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de communication dans les salles d'attente sous forme d'affiches ou de communication très simple qui mettrait les patients à l'aise et qui lui donnerait finalement l'opportunité d'aborder lui-même le sujet. Donc des affiches un peu simples, du style votre poids, on en parle si vous le souhaitez, ou on n'en parle pas si vous ne souhaitez pas, ou le poids est un sujet qu'on peut aborder en consultation si vous le souhaitez, mais vraiment remettre finalement la balle dans le camp du patient. Oui, voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant de procéder comme ça et pas lui tomber à bras raccourcis dessus juste parce que sa corpulence nous laisse penser qu'il y a un problème. Et il y en a certainement un, mais est-ce que le patient est prêt à l'aborder aujourd'hui? Est-ce qu'il est venu pour ça? Est-ce que c'est le bon moment pour le soignant d'aborder le sujet? Il y a tellement d'interrogations que le principe des affiches pourrait être intéressant à mon sens. Si je peux apporter juste un petit éclairage un peu particulier qui est celui de la pédiatrie, un sujet qui me tient à cœur. Chez nous, en pédiatrie, on pèse très régulièrement et on mesure. C'est un petit peu différent quand on pèse et qu'on mesure ou quand on fait que peser en termes de stigmatisation. C'est quand même pas tout à fait la même chose, je pense. Et nous, des fois, les enfants, ils demandent rien non plus. C'est leurs parents qui demandent de savoir comment ils sont, etc. Et en fait, comme on le fait relativement systématiquement et de façon, je dirais, ça fait presque partie de la consultation, c'est pas une découverte en fait. C'est pas, je vous pèse quand, en fait, on les pèse, les normaux pondéraux, on les pèse tout autant que les pas normaux pondéraux. Et pour nous, c'est pas un critère de, comment dire, de qualité de vie ou de bonne santé ou pas. Donc, je pense que c'est aussi une attitude qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a des situations où on s'attend à être pesé, en fait, et c'est normal. Il y a personne qui trouve ça bizarre de peser un enfant, je pense. Chez l'adulte, c'est un peu plus compliqué quand même. Je trouve que l'exemple de la pédiatrie, c'est un très très bon exemple
où en fait on voit que l'objectif, et de toute façon c'est l'objectif normalement pour un médecin traitant, on va dire, qu'on rencontre de temps en temps, c'est vraiment de suivre une évolution de poids. En fait, en pédiatrie, j'imagine que l'objectif pour vous, c'est surtout de voir est-ce que l'enfant il a bien pris le poids qu'il est à peu près censé avoir pris durant l'année ou les 2 années où vous l'avez pas vu. L'idée, c'est pas forcément tout de suite d'aller chercher une pathologie particulière ou un problème particulier. Et je pense qu'un médecin traitant, il peut aussi présenter ça comme ça. Enfin, ça, l'idée, c'est un peu d'en discuter tous ensemble. Et j'aimerais bien aussi que Lydie donne son avis sur ça. Mais ça peut être aussi tout simplement de dire, voilà, bah, ça fait, je sais pas, 3 ans que je vous ai pas vu, monsieur untel ou madame truc. Ça serait peut-être l'occasion qu'on refasse un peu un petit bilan complet. Est-ce que ça vous irait? Et puis, dans ces cas-là, peut-être de poser la question du poids et la taille à la personne. Et puis, éventuellement, en fonction du poids, ou dire, si elle donne un poids, de dire, bon, est-ce que vous pourriez le revérifier? Et puis, de laisser la personne, par exemple, se peser. Quelque chose que j'ai remarqué, que des patients m'ont plusieurs fois dit, c'est assez infantilisant, par exemple, pour un patient en surcharge pondérale, mais même, j'ai envie de dire tout le monde, d'avoir le patient qui se pèse sur la balance et puis le médecin qui est par derrière et qui regarde le poids. Mais en fait, je veux dire, là, le patient, c'est un adulte, donc je veux dire, c'est lui qui doit dire le poids qu'il y a sur la balance. Qu'il se enlève 1 kilo ou 2, il va pas s'enlever de toute façon 35 kilos, donc on s'en fiche que ce soit pas le poids exact. Et je pense que c'est aussi parfois lui faire confiance que de dire, mais quel poids faites-vous? Ok, bah il s'est pesé là, de toute façon, c'est pas, il a pas pris son poids à jeun, il a peut-être toujours ses chaussures et son jean, on s'en fiche. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de petites manières de faire qui fait qu'on peut parfois peser. C'est pas forcément une obligation. Comme disait le docteur Andrieux, parfois, il n'y a pas du tout d'obligation à faire et dans ces cas-là, on le fait pas. Mais de temps en temps, on peut tout à fait imaginer que ça puisse être intéressant de suivre comme ça l'évolution du poids d'un individu. Mais peut-être que ça peut se faire de manière beaucoup plus en confiance avec le patient. D'autant que c'est pas très choquant de prendre sa tension, par exemple. Les gens, c'est limite quand ils viennent en consultation, c'est presque bizarre qu'on leur ait pas pris la tension. Le poids, c'est un élément de surveillance comme un autre, mais qui renvoie trop souvent à vous faites pas bien comme il faut, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'il y avait un peu dans le chat. Hein, ça renvoie à une normativité du poids qui est de l'ordre du bien et du mal et pas de l'ordre de vous allez bien ou vous allez moins bien, vous vous sentez bien ou vous vous sentez pas bien, c'est vous faites bien ou vous faites pas bien. Et c'est ça une des difficultés aussi. Oui, on pourrait peut-être demander à Lydie ce qu'elle pense de ce sujet, justement, de la façon, sans forcément le faire exprès, on stigmatise encore une fois les personnes en surpoids. Oui, merci. Mais c'est vrai qu'en fait, se peser, c'est une étape difficile. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens, tout simplement, d'avoir une balance chez eux et qui ne peuvent pas se peser. Et donc, du coup, quand le médecin leur demande de se peser, ils découvrent souvent le poids qu'ils font à ce moment-là. Et parfois, ça peut être très, très compliqué. Pour ma part, j'ai pareil une petite anecdote qui est, je travaille avec Muriel Boyard, qui est coordinatrice des centres spécialisés de l'obésité ici en Picardie, et parfois elle reçoit en consultation des adolescents. Et la première chose que font les enfants quand ils rentrent dans son bureau, ils regardent à terre. Et donc elle leur dit, il y en a pas. Et là, ils comprennent qu'il n'y a pas de balance et ils se détendent tout de suite. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de voilà, je viens voir quelqu'un parce que j'ai un problème de poids et tout de suite on va me peser parce que voilà, comme si le poids il était quelque chose d'important. Quelqu'un qui est en surpoids, en obésité, il le sait. Et je dirais qu'à la limite, le médecin, quand il le voit rentrer, il le sait aussi. Sans avoir le poids exact, on sait bien qu'il y a un souci de ce côté-là. Donc du coup, c'est vrai que le fait de peser en systématique peut être des fois compliqué, mal vécu. D'ailleurs, on est Maison Sport Santé, nous maintenant, l'association, et l'ONAPS, qui est une base de données sur laquelle on rentre tout ce qu'on relève des personnes que l'on suit, nous demande justement le poids et la taille de la personne. Et là, en fait, on est confronté à quelque chose qu'on ne pensait pas, mais en fait, les gens ne veulent pas nous donner leur poids, leur taille, parce que une fois de plus, on les stigmatise. Voilà, vous venez faire de l'activité physique, vous pesez combien et vous faites combien. Alors, évidemment, c'est pour aller calculer des choses différentes, mais s'ils n'ont pas compris l'utilité de ces mesures, en fait, ils ne peuvent pas. C'est difficile pour eux d'accepter, à tel point que nous, du coup, dans notre prescription médicale, on l'a ajouté.
Donc, du coup, c'est le médecin qui va recueillir les informations. Nous, on ne pose plus la question et la personne, en fait, tout est écrit sur le document qu'on transmet au médecin et qui nous revient. Et c'est plus facile pour eux de donner une feuille avec le poids et la taille qui est écrit dessus plutôt que de le dire. Voilà, c'est vraiment parce que ça reste compliqué. Là encore, si je peux me permettre, quand les enfants viennent pour leur poids, ils me le disent, hein, ils me disent je viens pour mon poids. Assez régulièrement, je leur dis ah bon, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu trouves qu'il y en a trop ou pas assez? Alors c'est très très bizarre, hein, parce que physiquement, on pourrait presque dire il est complètement fou ce docteur, ça se voit bien pourquoi je viens. Mais je peux vous assurer que ça les met dans une situation qui leur permet de dire ah ok, c'est peut-être pas si évident, il faut que ça soit moi qui vois et je peux être comme je suis et pas comme le chiffre qui est indiqué. Donc je pense que oui, c'est important de leur demander ce que représente pour eux le poids, comment ils le vivent eux, et juste de rappeler que on parlait tout à l'heure de pas infantiliser les gens, une balance a une précision de 3%. Donc on s'en fout qu'il y ait 500 grammes, 1 kilo ou 2 de plus, hein, ça change pas grand chose. Ce qui est important, c'est ce qu'on se dit et la vérité qu'on se donne, quoi. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir à une question qui a été posée il y a un moment, et je pense que c'est le moment de la poser. L'importance, alors certains disent des émotions négatives ou la dysrégulation émotionnelle dans la prise de poids, qui d'ailleurs, avec la grossophobie, forcément, quand on est grossophobe, on stigmatise encore le patient et il reprend effectivement 10 kilos. Tout à l'heure, ça avait été signalé. Qu'est-ce que vous pensez sur l'importance, peut-être l'importance négligée de la dysrégulation émotionnelle? Tout à l'heure, je parlais des personnes qui vont manger quand ça va pas. Donc l'alimentation comme stratégie de gestion émotionnelle, en fait, elle est présente chez quasiment 80% des patients que j'accueille à l'hôpital, donc des patients qui présentent une obésité sévère ou massive. Aujourd'hui, dans notre équipe, on a plus de psychologues que de diététiciennes. C'est vraiment un facteur majeur de prise de poids, d'aggravation de l'excès de poids, de pérennisation de l'excès de poids. Sachant que, très schématiquement, manger quand ça va pas, finalement, c'est en soi une stratégie de régulation émotionnelle. Donc, ça a du sens. Ça a un intérêt au niveau de l'écologie psychologique du patient. Manger quand ça va pas, ça permet souvent aux patients de ne pas sombrer, de ne pas développer de dépression plus grave. Et donc, oui, ça a un intérêt au niveau de l'écologie psychique de l'individu. Ça a un caractère adapté. Alors, quand on parle d'obésité, on ne voit que l'apparence, on ne voit que l'excès de poids, mais en fait, souvent, la stratégie, la cause de la prise de poids, c'est une stratégie qui permet aux patients de ne pas sombrer dans la dépression. Est-ce que j'ai répondu à la question en termes de régulation émotionnelle? Oui, je pense que c'est... Sachant que manger quand ça va pas, quand ça arrive de façon ponctuelle, c'est pas problématique. On peut même considérer que ça pourrait faire partie des stratégies de gestion émotionnelle actuelles dans notre société. Le souci survient quand le patient n'a qu'une seule stratégie de gestion émotionnelle, qui est l'alimentation. Et quand il ne s'appuie pas sur ses besoins énergétiques pour réguler son appétit. Quelqu'un qui va manger parce qu'il a qui va rentrer chez lui, qui va manger des chips ou du chocolat parce que on mange pas des concombres dans ce cas-là, parce qu'il a eu une sale journée. Voilà, il a ce comportement alimentaire-là. S'il est bien régulé, il n'aura pas faim le soir. Et donc, il n'y aura pas de surcharge énergétique. Finalement, il n'y aura pas de conséquences à sa prise de poids. Quelqu'un qui n'est pas bien régulé ou qui va manger en cachette sous le coup d'une émotion va quand même prendre son repas dans la suite de la compulsion alimentaire. Et là, c'est double peine, c'est double charge énergétique. C'est dans ces cas-là qu'on observe des prises de poids. Alors, on imagine très bien dans les situations compliquées des obèses sévères qui sont
qui sont souvent maltraités, qui sont victimes de stigmatisation permanente, qui ont des relations difficiles avec les soignants. Toutes ces circonstances, toutes ces situations qui génèrent des émotions négatives vont aussi accentuer leur prise alimentaire émotionnelle et aggraver la prise de poids. De même, les régimes, avec les échecs successifs, vont aussi être la source d'émotions négatives qui vont faire manger, en fait. Voilà. Donc, on est dans un système, un cercle vicieux complexe qui tourne autour des émotions et de la régulation émotionnelle. On est bien loin de l'assiette. En sachant que dans le mot régime, on a toute notre part, hein. C'est-à-dire que quand on considère qu'il y a une bonne façon de manger, qu'il faut manger à telle ou telle heure, qu'il ne faut pas manger ceci ou cela, qui sont des messages qu'on diffuse encore très largement, nous, dans la population médicale et paramédicale, on continue à dire aux gens qu'ils ne sont pas capables intrinsèquement de savoir ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont besoin et comment le faire. Et donc forcément qu'on les met en difficulté quand on les autorise pas à utiliser des stratégies qui sont des stratégies logiques d'adaptation, qui sont contrebalancées par des dogmes sociétaux ou des normes dont on sait d'ailleurs pas très bien d'où ils viennent en fait. Alors on a des questions aussi pratico-pratiques sur le sujet. L'obésité est un facteur de risque important pour les suites d'une chirurgie orthopédique. Que faire avant de poser l'indication de cette chirurgie? Solliciter systématiquement un nutritionniste, par exemple. Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, on n'a pas abordé le potentiel de perte de poids. Dans le sens où maigrir, dans certaines situations d'obésité sévère, c'est plus possible physiologiquement, médicalement parlant. Et parfois, on est un peu contraint de penser à la chirurgie, sous réserve que le patient soit d'accord, la chirurgie bariatrique, j'entends, pour aider les patients à perdre du poids. Alors, l'excès de poids et chirurgie orthopédique, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. Parce qu'il y a de réelles difficultés pour les orthopédistes, une augmentation de la fréquence des infections de prothèses de genoux, par exemple. Oui, ça donne lieu à des dossiers très complexes. Donc, c'est une bonne idée d'orienter le patient vers un nutritionniste, même si les solutions ne sont pas simples. Bien, merci. Je pense qu'au niveau questions, c'est à peu près terminé. Effectivement, il y a des remarques aussi des participants sur le fait que la problématique, on ne peut pas résumer la problématique émotionnelle au comportement alimentaire et que la problématique est dans près de la moitié des cas un vrai trouble dissociatif avec évitement de soi, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, je dirais, complexes derrière tout ça. Je voudrais que vous rappeliez, je me souviens, on avait parlé que par rapport aux gens surpoids ou obèses, il y avait un plus grand nombre de gens qui avaient été victimes de violences dans leur enfance notamment, et que je crois que c'était 4 fois plus fréquent, enfin qu'il fallait aller chercher tout ça dans effectivement des émotions négatives et une dysrégulation émotionnelle qui pouvait remonter à l'enfance, assez souvent d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Séverine. Dans les histoires de vie des patients qui présentent une obésité sévère, on a très très souvent des événements de vie majeurs. Alors, on a eu dans les études jusqu'à 30% d'agressions sexuelles dans l'enfance, mais on a aussi des événements de vie dramatiques qui sont soit qui ne sont pas gérés correctement sur le moment et qui vont donner lieu à des syndromes de choc post-traumatique ou des dépressions que les jeunes enfants ou adolescents vont finir par gérer avec l'alimentation. Voilà, c'est assez fréquent.
Ceci dit, il n'y a pas que ce genre d'agression qu'on va retrouver chez nos patients. Et j'avais été surprise aussi un jour d'entendre que dans d'autres maladies chroniques, on avait, donc hors obésité, on avait aussi un nombre important d'antécédents traumatiques et d'agressions sexuelles chez des sujets qui développaient des pathologies chroniques. Alors ça existe, hein, c'est une réalité. Maintenant, tous les patients avec une obésité très sévère n'ont pas été forcément victimes d'abus sexuels. Il ne faut pas faire un raccourci non plus dans ce sens-là. Et surtout, j'insiste sur le fait que ça ne doit pas nous amener à imaginer que le patient s'entoure de gras pour repousser éventuellement de nouveaux agresseurs. Il n'y a pas de finalité psychanalytique dans la prise de poids après ce genre d'événement de vie. C'est vraiment l'alimentation qui va être utilisée à visée consolatoire. Ça a un impact sur le plaisir de manger et voilà, ça apporte quelque chose. Chez certains individus, le plaisir de manger va être utilisé pour gérer des émotions difficiles à gérer par ailleurs, quoi. Un petit peu, alors j'allais dire un petit peu comme l'alcool, j'ai pas envie de dire ça parce que j'aime pas trop parler de l'alimentation sous forme d'addiction, mais en termes de stratégie de gestion émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Merci. Frédéric, il y a une question, la vraie problématique qui existe autour des troubles de l'attachement précoce. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Oui, enfin, y répondre en tout cas. Imaginez qu'il puisse y avoir un lien, oui, sans trop de difficultés. Hein. On voit très régulièrement des dysrégulations alimentaires par non-accordage entre les besoins de l'enfant et la perception parentale. Mère et père, hein, les mères sont pas responsables de tout, faut arrêter avec ça aussi. Mais c'est-à-dire que à force d'expliquer que les enfants ils pleurent et parce qu'ils pleurent ils ont faim, il faut leur donner à manger, on n'est pas très très surpris que secondairement, quand l'enfant a besoin de se rassurer, il a besoin de manger. C'est ce qu'on lui a appris. Donc il y a quand même des troubles de l'accordage et ce trouble de l'accordage ou des interactions précoces, il est souvent aussi en lien avec les consignes qu'on peut donner aux parents en leur expliquant, et je vais prendre un exemple qui me tient particulièrement à cœur, quand on va embêter, pour pas dire en gros mots, les mamans qui allaitent parce que leurs enfants ils prennent 15 ou 20 grammes par jour alors qu'il faudrait absolument qu'ils en prennent 30 ou 40, ce qui est une ineptie absolue, qu'on commence à mettre des compléments alimentaires sur ces enfants en expliquant aux mères qu'elles ne sont pas capables de les nourrir correctement en les allaitant. Enfin, tous ces éléments-là qui sont très, très dogmatiques, très normatifs, alors qu'en fait, bien sûr qu'il existe des repères dans l'enfance, sur la croissance des enfants, etc. Mais on retient, et c'est quand même, et ça je pense que Solène le dirait mieux que moi, mais on retient toujours les niveaux hauts. C'est-à-dire qu'un enfant entre 0 et 3 mois, il doit prendre entre 500 grammes et 1 kg, et je ne sais pas pourquoi on veut absolument qu'ils prennent tous 1 kg. C'est quand même très très parlant de ce qu'est notre société. C'est-à-dire que les petits-enfants, ils doivent être gros et costauds pour pas avoir de problème. Puis après, les grands adultes, ils doivent plus être gros et costauds parce qu'ils ont des problèmes. Enfin, il y a quand même des choses un peu comme ça. Donc, juste peut-être repasser ce message-là que les parents sont équipés pour se synchroniser avec leurs enfants. Les enfants sont équipés pour se synchroniser avec leurs parents, qu'en renforçant la confiance des parents sur leur capacité parentale et en renforçant les parents sur regardez vos enfants, faites-leur confiance, regardez comment ils fonctionnent. Vous pouvez vous appuyer sur les repères qu'on vous donne, mais le dernier mot, c'est quand même votre loulou. Pas au sens c'est l'enfant roi, c'est lui qui décide de tout, mais quand même qui est le mieux placé pour savoir s'il a besoin de manger à un instant T que la personne qui ressent la faim, quoi. Il faut quand même remettre ça sur la table et un peu de façon centrale, quoi. Désolé, hein, je me suis un peu agacé sur l'allaitement, mais je pense que ça reste important. Oui. Une autre question. Je me permets de surenchérir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je vais apporter une petite nuance néanmoins que j'ai pu observer
c'est que les enfants vont fonctionner par mimétisme et vont acquérir la régulation de leur appétit aussi en regardant, en observant leurs parents. Et en fait, malheureusement, si les parents, la maman ou le papa, hein, peu importe, mangent quand ça va pas ou grignotent toute la journée, en fait, pour l'enfant, ça va devenir une norme et son référentiel. Et finalement, il va prendre l'habitude de manger dans ces circonstances, indépendamment de ses propres besoins physiologiques. Voilà, ça peut arriver aussi d'apprendre à manger quand ça va pas par mimétisme. Mais oui, mais c'est d'autant plus important du coup de débriefer ça avec les gens et que les gens qui ont des problèmes de poids arrêtent de penser que c'est parce qu'ils font mal les choses tout le temps, que tout est de leur faute, etc. Parce que après, quand ils ont des enfants, ils se disent bah moi j'ai été tellement mauvais que je vais surtout pas faire ça et je vais appliquer de façon drastique la norme à mes enfants. Et là, c'est la porte ouverte à de nouveau des troubles de régulation alimentaire, dans un sens comme dans un autre, mais le plus souvent vers l'obésité. Ouais, complètement. Complètement. Oui. Alors, on a une autre question, enfin une réflexion plus exactement, suivie d'une question d'un autre participant, mais je pense qu'elle se complète. Le sujet ne serait-il pas d'apprendre ou de réapprendre à se connecter à soi, à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi? Et un autre participant nous dit: l'hypnothérapie a-t-elle des résultats positifs à long terme? Alors, se reconnecter à ses besoins, oui, ça c'est le message essentiel. C'est l'approche de l'alimentation intuitive. C'est une vraie piste. Après l'hypnothérapie, j'ai pas assez d'expérience personnelle pour pouvoir répondre. Il n'y a pas de comment dire, je pense pas que ça a été évalué sur le long terme et voilà. Je crois que toutes les questions ont été traitées. On arrive au message clé à retenir. Alors, qui prend la parole? Alors, je crois que c'est moi qui commence cette fois. Donc, on va reprendre des choses, mais qu'on a déjà un petit peu commencé à balayer. Donc, je pense que c'est bien de faire un petit récapitulatif. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre la grossophobie lorsque l'on est soignant, médecin, etc. Donc, bien sûr, c'est ne pas présupposer que toute maladie ou problème de santé est lié au poids. Moi, je me souviens une enquêtée me racontant qu'elle s'était cassé le pied en tombant dans son escalier et que donc elle a été chez son médecin qui lui a dit qu'elle était trop grosse. Donc, elle avait juste la jambe cassée, enfin le pied cassé en l'occurrence. Donc voilà, c'était quand même un petit peu limité comme explication. Ne pas considérer le chiffre seul de l'IMC, alors ça c'est quelque chose maintenant qui commence à être bien connu, bien appliqué, je pense, par une partie des médecins, notamment généralistes, mais pas uniquement, sur le fait que l'IMC est insuffisant pour mesurer tout seul la dimension santé d'un individu et qu'il faut prendre bien sûr à la fois l'évolution du poids, mais aussi d'autres mesures morphologiques ou biologiques comme la part de masse adipeuse, le tour de taille, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est un élément qui permet de compléter potentiellement, même s'il faut prendre l'IMC, de dire voilà, bah, on va prendre l'IMC, mais peut-être que c'est pas forcément ça qui est important, c'est juste un indicateur parmi d'autres, etc. Ça peut permettre d'expliquer, comme la question du poids. Éviter le terme d'obésité ou équivalent sans l'avoir expliqué. Ça veut dire pas forcément ne pas l'utiliser, mais peut-être aussi l'expliquer à quoi ça signifie, qu'est-ce que ça signifie, et surtout dédramatiser ce terme en rappelant que c'est simplement une question de rapport, en fait, entre le poids et la taille. Hein. C'est juste un indicateur de rapport qui, normalement, doit être plutôt utilisé en termes démographiques et pas individuels. Donc, alors, par simplification, on l'utilise d'un point de vue individuel, mais c'est vrai que c'est assez problématique. Docteur Andrieux nous a rappelé qu'une partie des sportifs, des grands sportifs, notamment des rugbyman, mais pas uniquement, sont obèses selon l'IMC. Donc ça peut être juste quelque chose à dire, par exemple, à son enquêté, vous voyez le lapsus, à son patient. On peut aussi demander aux patients s'ils veulent parler de leur poids. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est toute la question de la pesée. Donc on ne revient pas dessus, mais je pense que ça peut être aussi une manière de faire, simplement leur poser la question. Démoraliser l'alimentation. Donc là, ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé juste à présent aussi sur la dimension émotionnelle aussi de l'alimentation. Et on est effectivement, le docteur Coutenier le rappelait, dans une société qui survalorise beaucoup l'alimentation. On parle tout le temps d'alimentation, notamment en France. On adore manger.
Et en même temps, on critique les gens qui mangent trop, on moralise beaucoup leur comportement. Et donc peut-être que la solution, ça serait aussi de temps en temps de démoraliser cette alimentation et de se rappeler aussi qu'on mange premièrement pour rester en vie. Et que c'est déjà premièrement un produit, on va dire, un carburant dont notre corps a besoin, et que c'est aussi simplement quelque chose de pratique. Et je pense que c'est important aussi de temps en temps de se rappeler de cette dimension-là pour démoraliser cette alimentation-là, c'est-à-dire ne pas lui donner une valeur culpabilisante potentiellement. Donner aux patients des conseils adaptés à son mode de vie et à son niveau de vie, ça c'est très important, notamment lorsqu'on a des patients précaires, mais pas uniquement. On voit des conseils de temps en temps, et ça vaut pour les conseils de santé publique qu'on peut voir, même le PNNS, des conseils qui sont quand même assez inadaptés à certaines populations. Donc, je sais bien, lorsqu'on est sur des grandes mesures de santé publique, on n'a pas toujours le choix de viser particulièrement des populations, mais je pense que quand on est soignant et qu'on connaît un petit peu ses patients, on peut un peu plus viser le type de discours à utiliser. Donc, dans ces cas-là, il faut bien sûr s'adapter. Je me souviens, par exemple, d'enquêter qui était d'origine culturelle complètement différente, pas du tout française, etc., et qui m'expliquait que son médecin qui voulait lui faire perdre du poids, ce qui était en accord avec ce que cette personne voulait également, donc ça c'était pas forcément négatif, mais lui donnait des conseils alimentaires qui étaient des conseils alimentaires très français, on va dire, et pas du tout adaptés en fait à son alimentation personnelle. Donc alors que le médecin ne connaisse pas forcément cette alimentation-là, c'est pas du tout anormal et c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, on connaît pas forcément tout ce que mange tout le monde, mais dans ces cas-là, la solution c'est potentiellement de se faire aider par d'autres professionnels, des diététiciens, des psychologues ou même des associations qui peuvent aider ces personnes-là à manger, à apprendre à manger. Parfois, ça peut être des associations, par exemple, qui apprennent dans certains quartiers très défavorisés aux gens simplement à cuisiner avec ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de choses pour cuisiner, donc de cuisiner avec des équipements limités, mais aussi des aliments limités, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi des soutiens psychologiques lorsqu'on sait qu'effectivement le patient, il a un problème de surcharge pondérale qui est lié à une histoire de vie très difficile, donc ça c'est ce dont on parlait, donc je pense que ça, dans ces cas-là, il faut aussi des ressources de d'autres professionnels, et ça fait partie des recommandations qu'on a pu voir de la Haute Autorité de Santé, de savoir déléguer. Et je pense que ça, c'est vraiment une qualité en tant que soignant de savoir se dire à un moment donné, OK, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu en tant que médecin généraliste, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux conseiller à cette personne-là? Si elle le souhaite, bien sûr, si elle a manifesté qu'elle souhaitait perdre du poids, ou d'aller mieux simplement, ou de lutter contre des troubles du comportement alimentaire, parce que parfois c'est le cas. Qu'est-ce qu'elle peut faire et vers qui je peux la diriger? Donc, je pense que ça peut être aussi simplement une manière de faire. Alors, je vous ai juste mis ça, mais c'est juste un petit clin d'œil sur mon ouvrage qui revient un petit peu sur toutes ces questions de construction, un petit peu la grossophobie, des situations de stigmatisation et de discrimination. Si vous voulez aller plus loin et notamment trouver un certain nombre de références bibliographique, si ça vous intéresse, pour aller un petit peu plus loin. C'est pas un ouvrage à destination des soignants particulièrement, mais par contre, c'est un ouvrage qui est à destination du grand public. Donc, c'est pas dans un jargon normalement trop compliqué, avec l'utilisation d'un vocabulaire complètement illisible. Au contraire, je l'ai écrit pour qu'il puisse être lu par vraiment tout le monde, et j'ai eu des retours de personnes pas forcément d'enquêter direct, mais de personnes concernées par ces situations-là qui m'ont dit que c'était tout à fait adapté comme type de lecture. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Je laisse la parole à Séverine, je crois, docteur Andrieux. Je ne sais pas si ça... Séverine, ton micro n'est pas activé. Merci. Pour compléter ce que vient de dire Solène et auquel j'adhère complètement, je rajouterais que la stigmatisation du sujet obèse, elle est pour moi un phénomène tellement commun, tellement fréquent qu'elle en est presque universelle. Et à ce titre, c'est vraiment intéressant de s'y pencher. L'idée, c'est pas de stigmatiser les soignants stigmatisants, hein, on s'entend bien, mais de reconnaître que la stigmatisation, ça existe, d'essayer de mieux la comprendre, de mieux en comprendre les fondements. C'est vraiment un premier pas vers la limitation de son impact. Reconnaître ce phénomène qui nous anime tous. Là, on parle de l'obésité, mais personnellement, je pourrais faire la liste des sujets pour lesquels je suis en difficulté. C'est se remettre en question soi, c'est avoir une approche réflexive qui est essentielle à maintenir et à développer dans nos professions de soins. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, j'insiste sur
sur l'intérêt, la nécessité de comprendre la complexité de la pathologie sous-jacente, quand l'excès de poids devient maladie, et de bien distinguer l'excès de poids simple des situations qui deviennent complexes. C'est ça, pour moi, un levier majeur pour sortir de l'ornière. Ça permettrait de se détacher du poids. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il me semble tellement important de valoriser les comportements mis en place, les comportements bénéfiques pour la santé mis en place par le patient, bien avant, bien au-delà du chiffre que va afficher la balance. Ça, pour moi, ça reste vraiment déterminant. Donc, c'est vraiment un moyen pour essayer de lutter contre cette stigmatisation et cette grossophobie. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Lydie, vous avez un message à faire passer aussi, un message clé? Non. Voici un c'est que je suis ravie qu'il y ait aujourd'hui un webinaire qui s'attache à lutter contre la grossophobie, telle qu'elle soit, parce que en fait pour moi ça représente une avancée, et qu'on puisse en parler aussi librement et pouvoir essayer de comprendre comment lutter contre celle-ci, et de voir que Caroline Depau, Sabine, etc. et tous les autres et penser à proposer cette formation aujourd'hui. En fait, voilà, moi je suis une patiente satisfaite, on va dire. Je suis contente de voir que ça avance et que ça avance dans le bon sens. Merci à tous. Alors, nous n'avons pas encore terminé. Nous avons une slide suivante. Alors, suite du projet. Alors moi, je peux parler un peu des perspectives de soirée d'approfondissement territorialisé. Effectivement, possibilité de continuer sur le sujet, y compris en présentiel. Par exemple, je sais que, de mémoire, jeudi soir, maintenant c'est dans mon département, c'est à la Capelle dans l'Aisne, donc je pense que vous n'allez pas tous venir. Nous avons une soirée d'approfondissement sur le sujet de l'obésité de l'enfant et de la chirurgie bariatrique. Ensuite, insister sur le déploiement des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Peut-être que le docteur Coutenier peut prendre la parole. Ouais, non, juste revenir qu'effectivement c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, que voilà, on va essayer de pouvoir développer des soirées un peu plus en local et en présentiel, parce que c'est aussi important de se rencontrer, que oui, il existe déjà les programmes d'éducation thérapeutique. C'est un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé aujourd'hui, mais finalement, quand on regarde cette approche où on essaye de comprendre ce qui se passe, de où partent les patients, de ce qu'est notre propre approche individuelle, tout ça c'est de l'éducation thérapeutique. Et si je dois faire un petit témoignage, juste dire que je pense que quand j'ai rencontré l'éducation thérapeutique, ma pratique professionnelle a complètement changé. Et on n'est pas préparé forcément à ça au départ. On est plus préparé à de l'aigu que du chronique. Et dans les maladies chroniques, il est important, je pense, de changer parfois un petit peu de façon de fonctionner. Donc c'est ce qu'apportent aussi ces programmes. Donc 2 programmes sur l'obésité de l'enfant, un qui est déjà actif dans la région, un qui est en train d'être réécrit et qui sera bientôt disponible sous un module un peu plus, on va dire, jeu de rôle pas tout à fait, mais escape game, qui est plus à destination des un petit peu plus grands. Et puis le programme de prise en charge de post-chirurgie bariatrique qui va se mettre également en place en région pour les équipes qui le souhaitent. Voilà ce que j'avais à rajouter. Je pense que il est temps de conclure, sauf si on a des questions. N'hésitez pas, c'est le dernier moment pour les poser, mais j'ai l'impression que le chat n'est plus trop actif depuis un tout petit peu de temps. Et je vais peut-être laisser la parole à notre organisatrice en chef pour conclure cette soirée, en remerciant nos expertes qui nous ont éclairés sur le sujet.
Yanissa. Oui, merci à tous. Merci pour vos interventions. Je voulais juste revenir aussi au niveau des soirées territorialisées. Donc, comme l'a expliqué le docteur Cousonnet, le docteur Tréhou, donc ce sera des soirées un peu plus locales où on pourra approfondir en fait au niveau de cette thématique sur des éléments qu'on a évoqués tout au long de la soirée. Et d'ailleurs, je vais vous soumettre tout de suite le questionnaire de satisfaction où il y a une question aussi sur un petit peu vos suggestions sur ces soirées territorialisées, sur ce que vous voulez approfondir en fait. Donc je vais vous envoyer ça de suite. Je vais vous demander du coup de répondre au questionnaire de satisfaction rapidement s'il vous plaît. Ça nous aidera du coup pour la suite. Normalement, vous l'avez tous reçu. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation, vos interventions et merci de vous être connectés. Au plaisir de pouvoir approfondir sur cette thématique qui est très enrichissante et je pense auquel voilà tout le monde a pu apprendre des choses et sera pertinent pour votre pratique professionnelle. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas beaucoup pour cette soirée. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions entre-temps au niveau du questionnaire, éventuellement, s'il y a un problème au niveau du lien, vous pouvez nous le faire savoir. Je vous remercie. Alors, donc on a une question pour les soirées. Oui, les propositions de soirées d'approfondissement. Oui, donc du coup, vous serez... en fait, il y a une question là-dessus au niveau du questionnaire sur un petit peu des suggestions qu'on voulait vous soumettre et auxquelles vous pouvez répondre. Et puis après, vous serez contacté par la suite sur les avancées en fait du projet. Voilà.